Bonjour. Monsieur Stéphane Spitzenak, conseiller politique du ministre de la Culture et de la Communication, Monsieur Mathieu Lacombe. Mais je tiens à saluer le poète en Stéphane Spitzenak aussi, parce que c'est comme ça qu'on l'a connu dans une autre vie, dans une vie parallèle. Alors merci Stéphane d'être là. Monsieur Michel Robitaille aussi du Centre de la francophonie des Amériques, Madame Suzy Beaulieu de l'AIEQ, l'Association internationale des études québécoises, Madame Francine Dubé, l'épouse de l'immense dramaturge Marcel Dubé, qui a été membre de l'Académie des lettres du Québec et qui donne maintenant son nom au prix en théâtre. Chers collègues de l'Académie, chers finalistes, lauréates et lauréats des différents prix de ce soir, chers amis des livres et de celles et ceux qui les écrivent. Hubert Reeves nous a quittés il y a quelques jours. C'était un astrophysicien, ami des poètes, qui nous avait invités à regarder autrement le monde autour de nous et au-dessus de nous. Il avait la tête dans les étoiles et il l'avait de plus en plus sur Terre en se montrant inquiet pour notre planète, fasciné qu'il était pour cette nature toute proche, immense et pourtant à portée de regard, qu'il aimait et nous demandait de protéger. Il nous avait appris que nous étions des poussières d'étoiles. Ne nous avait-il pas également dit « J'ai voulu donner à contempler et à comprendre ». Il était membre de l'Académie des lettres du Québec, un membre émérite. Nous tenons donc à saluer en début de soirée sa contribution énorme à la connaissance du monde que nous habitons. C'était un géant, un immense passeur, qui, avec des livres comme Patience dans l'azur et Poussière d'étoiles, notamment, nous a rendu le cosmos, son évolution et son fonctionnement plus familier, vibrant et émerveillant. L'Académie des lettres du Québec est d'abord et avant tout un lieu de reconnaissance. La compose un ensemble d'écrivaines et d'écrivains qui ont contribué et continuent de contribuer à la compréhension de ce qui nous émerveille, nous blesse et nous enrage, nous désespère parfois. La société a pour ainsi dire reconnu un jour le rapport à la vie culturelle du Québec et du monde. Nous sommes heureux d'apprendre qu'après des années de démarches, le gouvernement du Québec s'apprête lui aussi à nous reconnaître comme association et à nous soutenir dans nos actions. La présence du conseiller politique du ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, Stéphane Spitzenak, est là comme un indice de plus. N'est-ce pas un beau mot que celui de reconnaître? Il renvoie au geste de naître et de connaître. Il nous met en contact avec ce qui commence et ce qui recommence. On trouve avec la mémoire sensible ce qu'on a perdu de vue. On trouve avec l'intelligence du langage un continent que l'on a cherché ou pressenti. Le mot « reconnaître » renvoie aussi au verbe « lire et écrire ». Il s'agit dans les deux cas, rappelait Dominique Forcier dans son bel essai « Quand viendra l'aube », de rendre son mystère premier à ce que l'on croyait familier, de redonner à l'étrangeté et à l'obscurité ce que l'on pensait élucider une fois pour toutes. Fin de la citation. Les livres et les auteurs du Québec sont bel et bien autant de continents à reconnaître. Ces continents à reconnaître, ces continents qui sont encore à explorer, ce sont ceux des académiciennes et des académiciens, mais aussi ceux que nous ont donné à lire toutes celles et tous ceux que nous célébrons ce soir, avec les prix Ringuet, Alain Grandbois, Victor Barbeau et Marcel Dubé. Je tiens à les féliciter d'avance au nom de l'Académie des lettres du Québec. Ils ont été remarqués par des jurys qui ont fait un travail colossal. Je remercie aussi les membres de ces jurys-là d'avoir fait tout ce travail au nom de l'Académie des lettres du Québec. Je veux enfin remercier le mécène qui permet la tenue, encore une fois, cette année, de cette soirée des prix. Et évidemment, tous les membres de l'Académie qui, depuis quelque temps, contribuent énormément à leur façon à ce que cette soirée puisse être tenue. J'invite maintenant M. Stéphane Spitzenak, le conseiller politique du ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, à venir nous adresser la parole. Bonsoir. Je n'ai pas préparé de mots parce que je suis venu en terrain inconnu et rencontrer les amis et surtout vous dire que j'ai bien hâte de savoir qui sont les lauréats et lauréates cette année. Gérald vous confirmera que je n'ai pas osé lui demander.
Je suis doublement heureux, premièrement, de représenter ici ce soir le ministre qui est retenu à Québec, qui sera des nôtres l'année prochaine pour le 80e de l'Académie. Et je suis heureux d'y être à titre personnel. Déjà, je suis arrivé à dernière minute, puis déjà, j'ai croisé plusieurs personnes que j'ai connues à différents moments de ma vie. C'est un grand, grand plaisir de vous voir. Je vous ai lu, je vous lis encore, j'ai lu ceux qui vous ont précédés. Et pour moi, l'Académie demeure un haut lieu de reconnaissance institutionnelle. Je me souviens d'un voyage que j'avais fait avec Denise, que j'ai croisée aussi tout à l'heure, Denise des Hôtels, avec Jean Royer, on était à Strasbourg. Et puis, subséquemment à ça, j'étais venu à Québec pour la rencontre internationale des écrivains. J'avais trouvé l'expérience assez formidable, merci. Alors, c'est vraiment un plaisir d'être ici. Il y a à peu près un mois, on s'est rencontrés. J'ai rencontré Gérald, Éric Bédard, Marie-André Lamontagne. Et on a fait le tour du sujet. On a bien vu qu'il n'y avait pas eu d'engagement pour soutenir l'Académie, ce qui me surprenait. Je pensais qu'il y avait d'autres sources de financement. Alors, c'est ce à quoi on travaille. D'abord pour une aide à très, très, très court terme, et puis par la suite pour pouvoir soutenir de façon plus durable cette importante académie. Alors, merci beaucoup. Bonne soirée à tous et à toutes. J'invite maintenant Carole Fréchette à monter sur scène pour présenter l'œuvre de Michel Goulet, qui sera remise aux lauréates et lauréats de ce soir, en plus d'un chèque de 1 500 $ et d'une tournée offerte par l'AIEQ, l'Association internationale des écrivains québécois, des études québécoises. Bonsoir. Michel Goulet, d'abord, aurait voulu être parmi nous ce soir, mais il revient en ce moment même de France. Je pense qu'il vient juste d'atterrir, donc c'était beaucoup lui demander, mais il vous salue. Il y a quelques semaines, j'ai eu le bonheur et le privilège d'accompagner Laurier Lacroix lorsque Michel Goulet nous a ouvert la porte de son atelier. Pour moi, ça a été une expérience fascinante et impressionnante. L'artiste nous a invités à choisir 4 tableaux de sa série intitulée « Les croisements ». Donc, vous en voyez un ici. Je vous lis maintenant la présentation qu'a écrite Laurier Lacroix de ces tableaux. Alors, comme des ailes de papillon, des empreintes de lettres se déposent délicatement dans les casiers entomologiques de Michel Goulet. Cet alphabet miroitant laisse deviner des mots qui prennent lentement forme dans un léger froissement. Illet, balle, croc, miel, verre, ça rime à d'autres legs, vis, étau, rôle, art et itou, par exemple. Il faut dire que l'artiste, en partisan de l'ouvroir de littérature potentielle, s'est donné une contrainte toute oulipienne, celle d'accorder, dans tous les sens, 4 lettres qui donnent naissance à de multiples vocables. Depuis de nombreuses années, le sculpteur fait la chasse aux mots, aux phrases, aux textes qu'il transcrit sur les chaises poèmes qui font sa renommée. Amateur de séries, comme en témoignent les drapeaux et les prénoms qu'il assemble, Goulet s'amuse et nous égaie avec ce qui donne du sens à l'essence du monde. Épingler l'alphabet, le b.a.-ba de la communication, revient à poser les bases de l'interprétation, à articuler la manière dont la signification de nos relations se tisse avec le monde. L'aléatoire est ici un leurre, le frémissement du support un supplément à l'importance de déchiffrer ce code qui, comme une chenille, s'apprête à devenir chrysalide avant de s'envoler. L'élégance de ces assemblages, la vivacité qui surgit des termes assemblés par le jeu du langage rappellent la quête des mots fixés sur la page. L'écrivain, lui aussi, choisit et retient les termes qui, à leur tour, s'échappent pour aller se déposer dans l'esprit et le cœur des lecteurs et lectrices. L'Académie des lettres du Québec remercie chaleureusement Michel Goulet qui offre à titre gracieux ses œuvres aux lauréats et aux lauréates de ces prix littéraires 2023 et remercie également la Galerie Simon Blais qui représente l'artiste.
Laurier-Lacroix. Place à cette cérémonie des prix littéraires de l'Académie des lettres du Québec 2023. J'allais dire place à la magie, place au mystère objectif. Et vous, Michel Desautels, êtes-vous un mystère objectif? Je ne sais pas. Alors, place à Michel Desautels, donc l'homme de radio à la voix que l'on pouvait si magnifiquement reconnaître, voix chaude, intelligente et pleine d'humanité qui nous aidait à comprendre le monde trop souvent tordu dans lequel nous vivons. Alors, merci Michel Desautels d'être cet ami fidèle de l'Académie des lettres du Québec. Merci d'être une fois de plus avec nous pour cette remise de prix. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, on m'a qualifié plusieurs choses dans ma vie, celle-là, jamais. Donc, j'ajoute ça dans mon scrapbook. Il me fait extrêmement plaisir d'être avec vous encore ce soir. C'est un vote de confiance, comme ça je l'interprète, mais surtout une joie immense pour moi de participer à une chose qui est absolument essentielle. Monsieur l'attaché a parlé tout à l'heure du rôle capital de l'Académie. En espérant que le gouvernement, effectivement, entende vos propos et que ça se répercute dans les... pas seulement dans le Salon Bleu, mais dans les officines où les budgets se délient, se construisent. C'est pas un luxe ou un caprice que ces demandes répétées de l'Académie depuis des années. Le travail formidable qui est accompli par ceux qui en assument la permanence de façon plus ou moins continue, les remplacements à la présidence, les membres des jurys qui se suivent, se succèdent. Certains ont le courage, la patience d'y être plusieurs années d'affilée, et pourtant c'est un travail considérable. Bref, tout ça est important pour une écriture qui, elle, est importante dans toutes ses déclinaisons. Ce soir, on remet, comme à l'habitude, 4 prix et qui couvrent pas mal l'éventail très large de ce que peuvent produire les femmes et les hommes d'ici. Et c'est d'autant plus important dans une période comme celle qu'on vit. Vous venez d'évoquer le fait que Goulet chasse les lettres et les mots depuis des années. Ailleurs dans le monde, il y a des gens qui chassent les gens de lettres et qui le font de façon plus ou moins violente. Ici, on est relativement à l'abri de ça. Il y a des vents contraires parfois contre certaines libertés d'expression, mais on n'est pas les plus mal lotis, disons-le comme ça. Ça n'empêche pas qu'il faut être... d'une très grande vigilance. Et la période actuelle, je trouve, est encore plus importante pour souligner le travail de celles et ceux qui font avec les mots œuvre de défrichage, d'audace, de découverte et puis d'invention, sans parler de la protection, puisque la question de la protection de la langue française passe aussi par la publication de vos ouvrages. En pensant à notre rencontre de ce soir, j'ai repensé à un message que j'ai reçu parmi les 2 714 000 courriels que j'ai reçus en juin lors de mon départ à la retraite. Il y a une gentille auditrice qui m'a écrit en disant « La radio, comme le livre, c'est une relation et elle est souvent la seule possible. » C'est une phrase qui m'avait sonné, je l'ai retrouvée aujourd'hui en fait en pensant à vous, pour essayer de la citer précisément. C'est tellement vrai tout ça, c'est tellement juste. Et dans des moments où on pourrait être désespéré du reste de l'humanité, de ce qu'on entend, de ce qu'on voit, de ce que les autres nous disent, le rapport au livre devient l'endroit, pas où aller se cacher, mais où nourrir notre besoin de sécurité, de protection, d'amour, carrément. Et c'est ce qu'on va célébrer ce soir, alors je tenais à vous rapporter ces propos. Les jurys ont travaillé très fort. Les présidents et présidentes vous le diront. Ça a été, encore une fois, une année très faste en termes de production. Et les jurés viendront sur scène présenter un éloge pour chacune des candidatures retenues parmi ces finalistes des prix de l'Académie des lettres du Québec. Et ensuite, à la fin, on pourra tous aller s'embrasser, célébrer en haut en prenant un verre de l'amitié. J'espère que tout le monde y sera. Donc, j'invite pour présenter, d'abord, on va parler du premier prix, le prix Victor Barbeau pour l'essai, un genre que j'affectionne particulièrement, qui m'a été tellement utile au fil des années pour nourrir ma boîte à poux et continue de l'être pour tout le monde. Ce prix
du nom d'un des fondateurs de l'Académie, bien sûr, le journaliste et polémiste Victor Barbeau, était présidé cette année par Joël Desrosiers, qui va monter sur scène accompagné de Chéri Simon et Bernard Andrès, les deux autres membres du jury. Mesdames, Messieurs, Merci infiniment de votre présentation, ainsi qu'au président de notre académie. Et j'étais également à Strasbourg avec vous il y a plusieurs années, M. Charniac. J'ai eu l'honneur de présider le jury du prix Victor Barbeau. Comme vous, je suis assez passionné par les essais. Et accompagné par deux éminents collègues. Nous sommes devenus des amis après 3 ans, je crois. Chéri Simon, qui est ici avec nous, et Bernard Andrès, qui est professeur invité à Nice et qui enseigne la littérature québécoise cet automne. Ce sont des personnes remarquables par leur œuvre, également par la qualité de nos relations. Madame Simon est professeure à Concordia, spécialiste de la traduction. Bernard Andrès est professeur de littérature, vous le connaissez bien. Nous avons reçu cette année près de 73 livres de différentes qualités, de différentes intentions également, qui, comme le titre l'indique, de ce prix, les essais, couvrent des thèmes remarquables par leur caractère, à la fois sur la société, sur la connaissance du monde, sur la connaissance de soi, sur l'art, sur également, aussi insolite que cela soit, sur le pourboire, sur également les complotismes, sur l'art, sur l'artiste. Et finalement, cette connaissance de soi et cette connaissance du monde nous ont permis de partager avec 33 éditeurs cette floraison au Québec de ce genre de l'essai. Donc ce fut une fête de l'esprit, et nous en avons tiré 3 livres. Donc ce fut toute une gageure, mais nous ne sommes pas vraiment affrontés chacun avec nos idées, parce qu'il y a comme une fluidité dans ce jury où nous sommes tombés d'accord assez rapidement sur ces finalistes. Donc je vous dirai donc l'éloge de David Boucher pour le livre Le futur antérieur, regard sur le nouveau monde d'anticipation francophone, publié aux presses de l'Université de Montréal en 2022 dans la collection Cavale. Un tableau de Paul Klee intitulé Angelus Novus montre un ange qui semble sur le point de s'éloigner de quelque chose qu'il contemple fixement. C'est ainsi que l'on se représente l'ange de l'histoire, mais une tempête souffle du paradis. Cette tempête, ces débris, ces ruines du futur, c'est ce qu'on appelle le progrès. L'écho de ce progrès est le roman d'anticipation. C'est par une citation de Maurice Dantec, écrivain français exilé au Québec, mort en juin 2016, que commence Le futur antérieur. Dans son livre, David Boucher examine l'émergence d'un genre littéraire à travers les œuvres de Nelly Arcan, Michel Houellebecq et Antoine Volodine, 3 écrivains qui, je cite, s'approprient l'anticipation pour mieux la réinventer. À la lumière de la sociocritique et de la philosophie, l'auteur jette un regard scrupuleux, net et puissant sur l'art de l'anticipation des 3 romanciers de langue française. S'il est vrai que les enjeux littéraires, le Nara de Volodine par exemple, croisent les conflits sociétaux comme la religion, l'islam chez Michel Houellebecq, ou le féminisme, la position genrée de Nelly Arcan, la perspective anti-utopique ou dystopique des fictions romanesques dénonce autant le totalitarisme du XXe siècle
que les illusions libertaires, narcissiques du tournant du XXIe siècle. Après la mort de Dieu, les vivants deviennent les seules ressources des morts, semblent nous dire ces auteurs. L'on pense alors à l'héritage de Jean Baudrillard, cité par Boucher, pour sa théorie du simulacre et de la simulation. Un fil rouge traverse l'essai de David Boucher, qui a su y insuffler l'élégance du devenir. Merci. Merci Joël. Alors, le texte que je lis est en fait le texte de Bernard Andrès, qui n'a pas pu venir, sur le livre qui s'appelle « L'île aux démons et autres mirages cartographiques », publié chez Septentrion par Alban Berson. Cartothécaire intéressé par des liens entre géographie, science et histoire de la pensée, Alban Berson nous offre un passionnant voyage dans l'imaginaire des navigateurs, des explorateurs et de ces voyageurs immobiles que sont les cartographes. Imaginer, imager, dessiner la terra incognita à partir de récits plus ou moins sûrs de marins et d'aventuriers conduit à des aberrations cartographiques dont Alban Berson fait son miel. L'île aux démons et autres mirages cartographiques n'est pas seulement un beau livre admirablement illustré de mappes-mondes, d'ornements de navires, de figures autochtones et de monstres marins. Aux confins de la géographie, de l'anthropologie, de la philosophie et de la géopolitique, c'est aussi un livre original et d'agréable lecture, porté par une réelle passion de l'auteur pour les représentations de l'inconnu. Il est nourri par de minutieuses recherches sur les descriptions de ce que l'Europe rêvait jadis comme un nouveau monde, en se leurrant souvent sur les réalités de ce dernier ou premier monde. À l'époque où terres et mers se redéfinissaient incessamment au hasard de périples motivés par la cupidité, se trouvait remise en cause la connaissance de soi dans le contact avec l'autre. Un contact aussi violent que dévastateur pour les nations alors soumises à la nomination, à l'appropriation, comme le marque bien l'auteur. De quoi s'interroger sur la notion même de découverte au sujet de ces régions pourtant habitées de longue date et que le savoir occidental peinait et peine encore à intégrer dans son paradigme. Alors je vous lirai donc le troisième éloge qui va au livre de Ching Selao, D'une négritude à l'autre, Aimé Césaire et le Québec. La culture sur le dos, le chagrin au ciel, l'homme noir a subi le plus infâme des trafics. Entre deux mémoires culturelles, labourées par l'imaginaire politique et de la décolonisation, le Québec et la Caraïbe, il a fallu l'ahurissement de Césaire devant une devanture de librairie lorsqu'il aperçut en 1972 un livre portant le titre rimbaldien de Nègre blanc et à Ching Selao la maîtrise de son sujet pour mettre en relation les thèmes de nègre, négritude et leur appropriation au Québec demi-colonisé. André Breton aussi avait découvert l'œuvre de Césaire à travers une devanture de vitrine à la Martinique. Pour Ching Selao, fidèle à l'histoire de la poésie française et son domaine d'extension au sein des débats décoloniaux, l'autre pouvait aussi être nègre. À force de remonter la jeunesse du mot, c'est à travers les œuvres de Gaston Miron et de Paul Chamberlain que l'essayiste scrute la fascination des poètes québécois de la Révolution tranquille pour la négritude de Césaire. Nègre est le premier mot et le dernier mot. Il désigne un corps mythique, une machine biopolitique, une matrice endolorie de l'humanité. La condition d'utilisation de ce mot est une coupure triomphale d'avec l'oppression, car ce mot veut dire aussi en créole un dépaysement, car c'est le nom de tout homme, sans distinction de couleur de peau.
C'est la singulière manière de ce livre optimiste de Cheng Selao, aussi passionnant que poignant, que de promouvoir sous l'autorité poétique de ses airs la belle idée d'une extériorité jamais absolue. Merci. Voilà de belles propositions. Et maintenant, avec l'annonce de la candidature retenue par le jury, Joël Desrosiers. Alors, donc j'ai le plaisir, avec, bien sûr, et avec également notre ami Bernard Andrès, j'ai le plaisir donc d'annoncer le lauréat du prix Victor Barbeau 2023 pour son livre L'île aux démons, Monsieur Alban Berson. Alors, votre livre est accompagné également d'un prix, littéraire, et également de ce chèque. Je ne savais pas comment le dire. Alors, voilà, si vous avez quelques mots à nous dire. Oui, avec plaisir. Alors, bonsoir. Par des formations professionnelles, j'ai examiné quelques cartes anciennes avant de venir. Figurez-vous qu'ici même, en 1907, se trouvait une fabrique de brosses qui sentait le bois, le crin, le poil des bêtes. En 1939, c'était devenu un cabinet médical qui devait sentir l'éther et le camphre. Quand on connaît un peu l'histoire d'un lieu, on l'habite différemment, n'est-ce pas ? Je suis ravi d'être le lauréat du prix Victor Barbeau. Je remercie les membres du jury d'avoir fait ce choix, qui m'encourage à écrire davantage, et surtout à écrire à ma façon, avec l'approche non disciplinaire que j'affectionne, et les croisements que je me plais à établir entre des sources de prime abord plutôt hétérogènes. Dans mon prochain livre, je lis les ornements d'une carte médiévale avec les hérésies des gnostiques et la théorie de la forêt sombre tirée de la science-fiction, par exemple. Donc croyez-moi, un auteur avec des lubies pareilles a besoin d'encouragement. Je remercie également la Bibliothèque nationale qui me laisse carte blanche pour effectuer des recherches dans ses collections. Un certain nombre de personnes sont déjà remerciées dans le livre et l'ont été à diverses occasions, mais ce soir, je renouvelle ma gratitude à l'égard de mon épouse, Hanae Fujisawa, ainsi qu'à toute l'équipe de mon éditeur, Septentrion, en particulier Myriam Lévesque, qui a eu l'idée lumineuse de déposer la candidature de mon livre pour ce prix qui, à moi, m'aurait semblé hors de portée. La coutume veut que le lauréat lise un passage de son livre. J'ai choisi tout simplement la première phrase qui présente assez clairement, je crois, mon sujet. L'île aux démons, la mer de Verrazzano, le lac de Conibas, ou encore les cités de Norumbega et Cibola. Ce livre traite de lieux remarquables, représentés sur des cartes géographiques anciennes pendant de longues périodes, souvent décrits dans les textes qui les accompagnent, et dont pourtant on a compris un jour qu'ils n'existaient pas. Fin de citation. Pour terminer, merci à tous les amoureux du livre du Québec qui sont venus assister à cette cérémonie. Bonne soirée.